crois peut-être vivre pour toi. Tu crois choisir librement ce que tu portes, ce que tu postes, ce que tu dis, ce que tu caches, ce que tu montres au monde. Tu crois que tes décisions viennent de toi, de ta personnalité, de tes goûts, de ta vision. Mais regarde mieux. Combien de fois as-tu changé de comportement parce que quelqu'un te regardait? Combien de fois as-tu retenu une vérité parce que tu avais peur de paraître bizarre? Combien de fois as-tu eu besoin d'un message, d'un like, d'un compliment, d'une attention, simplement pour te sentir exister un peu plus fort? Et c'est là que la question devient dérangeante. Si le regard des autres suffit à changer ton humeur, ta posture, ta confiance, ta façon d'agir, alors ta vie ne t'appartient déjà plus totalement. Et la plupart des gens vivent exactement comme ça. Pas sous la domination d'un tyran, pas sous la domination d'une loi, mais sous quelque chose de plus discret, de plus moderne, de plus humiliant, l'opinion. Le problème n'est pas seulement que nous vivons dans une société d'images, de réseaux sociaux, de jugements rapides et de comparaisons permanentes. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ont fini par construire leurs valeurs sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. La réaction des autres, leur attention, leur approbation, leur désir, leur validation. Et à partir du moment où ton estime dépend d'un regard extérieur, tu entres dans une forme de servitude élégante. Tu n'as peut-être pas l'impression d'être enchaîné. Tu continues à marcher, à parler, à publier, à sourire, à fonctionner. Mais intérieurement, tu attends. Tu attends d'être vu. Tu attends d'être reconnu. Tu attends qu'un autre confirme ce que tu n'arrives plus à te donner toi-même. Cette vidéo ne parle donc pas seulement de timidité, de réseaux sociaux ou de manque de confiance. Elle parle d'un mécanisme plus profond, la manière dont le regard des autres finit par coloniser une vie entière. Et surtout, elle pose une question simple. Comment retrouver une liberté intérieure quand presque tout nous pousse à dépendre de l'opinion du monde? Le monde d'avant. Bien avant les notifications, bien avant les commentaires, bien avant les stories, les hommes souffraient déjà du regard des autres. Le besoin d'être accepté n'est pas nouveau. La peur du rejet n'est pas née avec Internet. Elle est ancienne, elle est humaine. Elle touche à quelque chose de fondamental, notre besoin d'appartenir, notre peur d'être exclu, notre désir d'être reconnu comme digne d'exister parmi les autres. Quand nous étions enfants, beaucoup d'entre nous ont appris très tôt à lire les visages, à comprendre quand il fallait plaire, quand il fallait se taire, quand il fallait être gentil, performant, calme, drôle, fort, discret. Beaucoup n'ont pas appris à être eux-mêmes, ils ont appris à être acceptables. Et ce détail change tout. Parce qu'un enfant qui comprend trop tôt que l'amour, l'attention ou la paix dépendent de la manière dont il est perçu, peut grandir avec une blessure invisible. L'idée que sa valeur ne vient pas de ce qu'il est, mais de l'effet qu'il produit. Alors, en grandissant, il devient souvent très compétent. Il sait s'adapter. Il sait faire bonne impression. Il sait sentir l'ambiance. Il sait plaire. Il sait éviter ce qui choque. Il sait se rendre fréquentable. Mais derrière cette maîtrise sociale, il y a parfois une peur plus profonde. Celle de ne rien valoir si personne ne regarde. Le monde moderne a simplement amplifié ce mécanisme. Autrefois, tu étais jugé par un cercle limité. Famille, école, quartier, travail. Aujourd'hui, tu peux être jugé en permanence. Par des inconnus, par des images, par des standards fabriqués, par des vies mises en scène, par des regards que tu ne connais même pas mais auxquels tu accordes quand même un pouvoir immense. Et c'est ainsi qu'une faille humaine ancienne est devenue un système total. Voilà le renversement. Le regard des autres ne contrôle pas seulement ce que tu montres. Il finit par contrôler ce que tu veux, ce que tu crois mériter, et même la manière dont tu te juges quand tu es seul. Le basculement commence souvent sans bruit. Il ne commence pas quand quelqu'un t'humilie publiquement. Il commence bien plus tôt. Il commence le jour où ton esprit associe sa paix à une réaction extérieure. Un message te rassure, un silence t'inquiète, un compliment t'élève, une critique t'abîme, une absence d'attention te vide, un regard te donne de l'élan. Un rejet te coupe intérieurement. À première vue, cela paraît normal. Après tout, nous sommes humains. Nous sommes sensibles. Nous aimons être appréciés. Nous souffrons du mépris. Rien de tout cela n'est étrange. Le problème commence quand cette sensibilité devient un centre de gravité. Quand tu n'utilises plus le regard des autres comme une information parmi d'autres, mais comme une preuve de ta propre valeur. À partir de là, ta vie se dérègle. Tu ne choisis plus seulement ce qui te semble juste. Tu choisis ce qui sera bien reçu.
Tu ne dis plus seulement ce que tu penses. Tu dis ce qui ne te mettra pas en danger social. Tu ne construis plus seulement ton style, ton travail, ton caractère. Tu ajustes en permanence ce qui peut maintenir ton image en sécurité. Et c'est là que beaucoup commencent à se perdre sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont encore l'impression d'être eux-mêmes. En réalité, ils sont devenus des négociateurs permanents de leur propre image. Tout passe par cette question silencieuse. Comment cela sera perçu? Le danger, c'est que cette logique paraît raisonnable. Elle paraît mature. Elle paraît intelligente. Elle paraît même stratégique. Mais plus elle s'installe, plus elle ronge quelque chose d'essentiel. La capacité d'agir à partir d'un centre intérieur stable. L'homme gouverné par le regard des autres devient alors dépendant d'une météo qu'il ne contrôle pas. Si le monde l'approuve, il se sent vivant. Si le monde l'ignore, il se sent diminué. Si le monde le critique, il s'effondre ou se déforme pour redevenir acceptable. À ce stade, il ne vit plus vraiment. Il gère sa perception. Et une vie passée à gérer sa perception finit presque toujours par produire la même fatigue. Celle d'avoir été vu souvent, mais de ne s'être jamais vraiment rencontré soi-même. C'est ici que la philosophie devient brutale. Le vrai problème n'est pas que les autres te jugent. Le vrai problème, c'est que tu leur as confié le droit de décider ce que tu vaux. La destruction mécanique du regard des autres est lente, elle ne fait pas de bruit. Elle ne ressemble pas à un accident spectaculaire. Elle ressemble à une usure quotidienne. D'abord, elle attaque les petites choses. Tu ne portes plus ce que tu aimes vraiment. Tu portes ce qui passe. Tu ne dis plus exactement ce que tu penses. Tu dis ce qui reste socialement viable. Tu ne postes plus ce qui te ressemble. Tu postes ce qui sera validé. Puis, elle attaque les choses plus profondes. Tu commences à choisir tes relations selon la manière dont elles te valorisent, visiblement. Tu commences à comparer ton corps, ton parcours, tes résultats, ton couple, ton niveau de vie. Tu commences à croire que les autres avancent mieux, aiment mieux, vivent mieux, parce que leurs vies sont plus applaudies que la tienne. Et là, un poison discret s'installe, la comparaison. La comparaison détruit d'abord la gratitude. Ensuite, elle détruit la paix. Puis elle détruit le jugement, parce qu'à partir du moment où tu regardes les autres pour savoir ce que tu vaux, tu n'es plus capable d'évaluer ta vie à partir de la réalité. Tu l'évalues à partir de la mise en scène. Alors tu commences à courir. Tu cours après plus d'attention, plus de désirabilité, plus de reconnaissance, plus de signes visibles de valeur. Mais le plus cruel, c'est que cette course ne se termine jamais. Parce que le regard des autres est un puits sans fond. Même quand il t'élève, il ne te stabilise pas. Il te donne un soulagement provisoire, puis te rend dépendant de la prochaine dose. Le like d'aujourd'hui prépare le manque de demain. Le compliment d'aujourd'hui prépare la fragilité de demain. L'approbation d'aujourd'hui prépare l'angoisse de la prochaine absence. Et voilà pourquoi tant de gens paraissent sûrs d'eux tout en étant intérieurement si vulnérables. Leur image est debout. Leur centre, lui, tremble. Le regard des autres détruit aussi l'amour. Parce qu'un homme ou une femme qui ne sait pas se donner de valeur cherchera souvent dans la relation non pas une rencontre, mais une confirmation. Il ne demandera pas seulement à être aimé, il demandera à l'autre de prouver qu'il vaut quelque chose. Et dès que cette preuve vacille, l'angoisse commence. Ce n'est plus l'amour qui parle, c'est la dépendance. Alors arrive la jalousie, le besoin d'être rassuré, la peur d'être remplacé, la souffrance disproportionnée devant la distance, le silence ou l'indifférence. Non pas parce que l'autre était devenu le centre d'un vrai lien sain, mais parce qu'il était devenu le miroir principal d'une valeur intérieure jamais solidement construite. Le regard des autres détruit aussi le courage. Combien d'hommes renoncent à une vraie parole, à une vraie création, à une vraie décision, simplement parce qu'ils craignent la réaction extérieure? Combien de vocations se taisent? Combien de talents se cachent? Combien de vérités s'écrasent? Combien de personnalités se réduisent pour rester aimables, recevables, présentables? L'opinion fabrique alors des vies prudentes, mais inauthentiques. Tu ne fais pas scandale, tu ne gênes personne, tu restes dans le cadre. Mais en échange, tu perds quelque chose de beaucoup plus important que l'image. Tu perds la relation directe avec ce que tu es. C'est ici qu'Épictète devient implacable. Pour lui, le problème fondamental de l'homme, c'est de souffrir pour ce qu'il ne contrôle pas. Et que contrôles-tu vraiment dans le regard des autres? Leur humeur, leur maturité, leurs blessures, leurs préférences, leur capacité à comprendre, leur manière de te juger.
Rien de tout cela ne t'appartient. Et pourtant, des millions de vies sont encore construites comme si la paix devait venir de là. Sénèque, lui, aurait vu dans cette dépendance une forme de pauvreté intérieure. Tu peux être admiré et pauvre. Tu peux être désiré et pauvre. Tu peux être applaudi et pauvre, si tout cela est devenu nécessaire pour tenir debout. Marc Aurèle, enfin, rappelle par sa propre discipline que la dignité d'un homme ne dépend pas du bruit autour de lui, mais de la qualité de ce qu'il gouverne en lui-même. Et c'est cela que notre époque oublie constamment. La vie intérieure ne doit pas être un département secondaire de l'existence. Elle en est le centre. Quand le regard des autres devient ton juge principal, tu ne construis plus un caractère. Tu entretiens une vitrine, et une vitrine, aussi brillante soit-elle, ne protège personne quand vient la vraie solitude, la vraie perte ou le vrai doute. Alors quelle est la vérité centrale de tout cela? La vérité, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas vraiment pour eux. Ils vivent sous administration extérieure. Ils pensent à partir du regard. Ils s'habillent à partir du regard. Ils publient à partir du regard. Ils aiment à partir du regard. Ils rêvent à partir du regard. Ils souffrent à partir du regard. Et tant que ce mécanisme n'est pas vu clairement, rien ne change. Tu peux lire sur la confiance en soi. Tu peux te répéter que tu dois t'aimer. Tu peux essayer de paraître plus fort. Mais si, au fond, ton esprit attend encore qu'un autre confirme ton droit d'exister avec paix, alors tu restes dépendant. Le payoff stoïcien est brutal, mais libérateur. Tu ne seras jamais libre tant que l'opinion du monde aura plus de poids que ton propre jugement droit. Cela ne veut pas dire devenir froid, méprisant, antisocial ou insensible. Cela ne veut pas dire vivre sans relation, sans amour, sans considération pour personne. Cela veut dire autre chose, remettre chaque chose à sa place. L'opinion des autres peut informer. Elle ne doit pas gouverner. Le compliment peut réjouir. Il ne doit pas fonder ta valeur. Le rejet peut blesser. Il ne doit pas définir ton identité. Autrement dit, la liberté intérieure commence le jour où tu cesses de demander au monde ce qu'il n'a jamais eu le pouvoir légitime de te donner. Le monde peut te donner de l'attention, pas de la valeur. Le monde peut te donner de la visibilité, pas de la paix. Le monde peut te donner du désir, pas de la stabilité. Le monde peut te donner des applaudissements, pas du caractère. Et si tu cherches dans l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'en toi, tu resteras toujours exposé, même au milieu des signes de succès. La grande bascule commence donc ici, lorsque tu comprends que la vraie dignité ne consiste pas à être approuvé, mais à devenir assez solide pour ne plus vendre ton âme contre l'approbation. C'est à ce moment seulement que tu peux aimer sans mendier, créer sans trembler, parler sans jouer, vivre sans supplier. Le regard des autres ne disparaîtra jamais. Tu seras toujours vu, jugé, mal compris, apprécié, rejeté, interprété, comparé. Le but n'est donc pas d'imaginer une vie sans regard extérieur. Le but est de ne plus lui donner un trône intérieur qu'il ne mérite pas. C'est cela, la vraie reprise de pouvoir. Comprendre que ta valeur ne doit plus fluctuer avec les réactions du monde. Comprendre que tu peux être ignoré sans être diminué. Critiqué sans être détruit. Mal compris sans être perdu. Comprendre que la paix ne vient pas d'une approbation parfaite, mais d'un esprit qui a cessé de se prostituer devant l'opinion. Beaucoup cherchent encore la liberté comme un style de vie, une indépendance financière, une absence de contraintes. Mais il existe une servitude plus profonde que toutes les autres. Vivre pour être validé. Et il existe aussi une liberté plus haute. Ne plus avoir besoin que le monde te regarde pour te sentir entier. Si cette vidéo doit laisser une seule idée, que ce soit celle-ci. Un homme qui dépend du regard des autres peut avoir l'air libre, mais il reste intérieurement gouverné. Un homme qui a reconstruit sa valeur à l'intérieur peut être seul, critiqué, ignoré, et pourtant demeurer debout. Alors retiens ceci. Le jour où tu n'auras plus besoin d'être validé pour te sentir exister, quelque chose de très rare commencera enfin. Ta vie redeviendra à toi. Et tant que ce jour n'est pas venu, le monde ne te regardera pas seulement, il te possédera.